Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Émission spéciale consacrée à ce choc en Australie. Une attaque ciblée contre la communauté juive en pleine fête de Hanouka sur la plage de Bondi dans une banlieue calme à l'est de Sydney. Bilan 12 morts, dont l'un des deux assaillants et 29 blessés. Je suis avec Michel Fayad, Jules Torres, Sébastien Ligné, Alain Bauer et mon invité Yonatan Arfi, président du CRIF. Bonsoir Yonatan Arfi. Bonsoir. On imagine votre immense tristesse à ces événements qui font écho au terrible massacre du 7 octobre 2023. Oui, c'est d'abord un sentiment d'horreur devant ces images de corps gisant sur le sable, assassinés par ces terroristes antisémites. Et oui, en tête évidemment les images qui reviennent, celles du 7 octobre 2023, mais aussi celles des attentats terroristes en France, à la fois antisémites, l'Hypercacher ou l'école Haute-Sœur à Toulouse, mais aussi le Bataclan, parce que, vous savez, un terroriste vise toujours des symboles, et là, c'était une fête qui d'une certaine manière, est ce qui haïssent le plus. Yonatan Arfi, on évoquait dans ce studio tout à l'heure l'Australie comme une terre sûre, et notamment pour les Juifs du monde entier. D'ailleurs, on a appris ce soir qu'un Juif un Français de confession juive figurait parmi les victimes. Que représente la communauté juive en Australie et comment l'Australie est perçue par les personnes de confession juive ? D'abord, il faut savoir que pour la communauté juive australienne, l'Australie, c'était le pays refuge. Ce sont pour l'essentiel des Juifs qui ont quitté l'Europe après la Shoah et qui imaginaient trouver en Australie un havre de paix, un refuge qui permettait d'échapper aux persécutions que leurs ancêtres ont connues en Europe. Et ce qui leur tombe dessus, malheureusement, avec cet attentat antisémite, c'est l'idée que l'histoire de l'antisémitisme les rattrape jusqu'en Australie. C'est une désillusion profonde. L'idée qu'il n'y a pas, malheureusement, aujourd'hui de lieu préservé de l'antisémitisme et que nos démocraties libérales, occidentales, de manière générale, sont devenues un lieu dans lequel cet antisémitisme déchaîné trouve une manière de prospérer, de se développer et de passer à l'acte. C'est de ce point de vue-là un traumatisme supplémentaire pour ces familles juives australiennes. Yonatan Arfi, vous avez entendu aujourd'hui, assez rapidement après cette attaque, Benjamin Netanyahou accuser le gouvernement australien d'avoir finalement jeté de l'huile sur le feu. On a entendu le chef de l'association juive australienne dire que cette attaque de tragédie était tout à fait prévisible, que le gouvernement avait été averti, mais n'avait pas pris les mesures adéquates pour protéger la communauté juive. Est-ce que vous vous joignez à ces propos ? Vous savez, moi, j'échange avec la communauté juive australienne et c'est avec eux que on a effectivement, dont on s'est rapproché pour leur exprimer nos condoléances. Alors, ils expriment, c'est vrai, une forme de déception dans l'attitude qui a été celle et de colère dans l'attitude qui a été celle du gouvernement australien face à la montée de l'antisémitisme depuis 2 ans, puisque depuis le 7 octobre 2023, l'Australie a été confrontée à cette explosion d'antisémitisme que nous avons connue aussi en France, qui a ravagé les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, enfin beaucoup de pays qui jusque-là se sentaient peut-être préservés. Effectivement, ils considèrent que la réaction n'a pas été à la hauteur, parce qu'il y a besoin de comprendre que la lutte contre l'antisémitisme, ça n'est pas que des mesures de sécurité, c'est une bataille culturelle et idéologique à mener. Une bataille culturelle idéologique contre l'islamisme, contre la haine d'Israël qui aujourd'hui profite du 7 octobre et assigne sans cesse à cette question du conflit à Gaza. Une bataille culturelle idéologique aussi contre les complotismes qui trouvent aujourd'hui des dynamiques nouvelles. Alors, on se souvient aussi que Benjamin Netanyahou avait en substance eu les mêmes mots à l'égard d'Emmanuel Macron, qui a reconnu l'État de Palestine à un moment très discutable. Aujourd'hui, évidemment, la France renforce la sécurité autour des lieux de culte juif. Est-ce que vos craintes sont encore peut-être plus grandes que d'habitude pour la communauté juive en France, Yonatan Arfi ? Oui, je sais que le ministère de l'Intérieur a pris la parfaite mesure des choses, puisqu'il rehausse le niveau de sécurité autour des événements liés à la fête de Hanouka ces 8 prochains jours en France, qui vont être célébrés un peu partout, dans les synagogues, mais aussi parfois à l'extérieur, et qu'il y a besoin que la mobilisation de police soit plus importante que ce qu'elle aurait été telle qu'initialement prévue. Donc je me suis entretenu avec Laurent Nunez sur le sujet cet après-midi pour partager nos inquiétudes. Il y a besoin de cette vigilance parce que
au fond, on doit renvoyer un message politique aussi, celui de dire que nous continuerons à nous réunir, nous continuerons à célébrer Hanouka, nous continuerons à vivre en tant que juifs dans des sociétés démocratiques occidentales, et que rien ne nous fera reculer, pas même la détermination de ces terroristes. Un rassemblement rapidement, parce que je sais que vous devez filer, Yonatan Arfi. Un rassemblement a lieu ce soir devant l'ambassade d'Australie. Est-ce que vous allez vous y rendre ? Alors, je viens de le quitter, j'y ai assisté effectivement. Un allumage symbolique de la première bougie de Hanouka a eu lieu à l'appel de l'Union des étudiants juifs de France, devant donc l'ambassade australienne, pour exprimer un message de solidarité depuis Paris, Ville Lumière, à l'occasion de cette fête de Hanouka, fête des Lumières. C'est un message envoyé à la communauté juive d'Australie, mais au-delà aussi pour dire que nous ne céderons jamais et que nous continuerons à fêter Hanouka, mais aussi à vivre tout simplement, parce que ce qu'ils veulent nous empêcher de faire, c'est de vivre, et ils voudraient nous séparer du reste des sociétés. Merci Yonatan Arfi, président du CRIF. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 et toujours avec Michel Fayad, Jules Torres, Sébastien Ligné et Alain Bauer. Alain Bauer, quand vous entendez Yonatan Arfi dire il n'y a plus aucun endroit au monde où les Juifs sont en sécurité, quelle est votre réaction ? C'est un constat parfaitement factuel. Alors, il n'est malheureusement pas nouveau, mais il y a eu des phases où il y avait eu une amélioration tendancielle et où il existait une différence entre ce qui relevait du conflit israélo-palestinien ou moyen-oriental, d'ailleurs, parce que souvent, ça dépassait très largement cette vision très étriquée des problématiques et l'importation ou pas sur le territoire national. Mais je rappelle que l'attentat de la rue des Rosiers n'avait pas grand-chose à voir avec les réalités internes des conflits qui pouvaient exister sur le territoire national entre des communautés qui s'y étaient parfaitement intégrées. Et puis, il y a eu des moments où des opérateurs étrangers ont manipulé massivement ces opérations, l'Iran, la Libye, la Syrie, l'URSS. La Russie, enfin l'URSS de l'époque, bien sûr, même si elle-même est revenue, puisque les opérations de désinformation ou de déstabilisation avec les mains rouges et autres sujets sont relativement présents. Donc c'est une instrumentalisation réelle, mais on atteint là un pic nouveau, d'autant plus paradoxal que cette opération commence par un massacre commis en Israël et essentiellement contre un festival Nova dans le désert de pacifistes qui étaient justement des partisans d'un passage à une négociation à deux États, à la paix. Le paradoxe, c'est le résultat étrange et même totalement incompréhensible qui fait qu'un massacre se traduit par la victoire de ceux qui l'ont initié et pas par leur condamnation. Ça restera probablement en termes de sciences politiques ou d'analyse géopolitique comme un des mystères de la période. Sébastien Ligny. On assiste à un nouveau pic, mais ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que l'antisémitisme a complètement changé de visage. C'est-à-dire que l'antisémitisme qu'on appelait honteux d'il y a 30 ou 40 ans n'existe plus du tout. Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est quelque chose de militant presque. C'est un acte politique. On le voit dans les universités tous les jours. On le voit dans les universités, bien sûr. On le revendique sur les réseaux sociaux, on le brandit comme un fait politique. Et puis, il y a quand même un grand changement. Instrumentalisé par... C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a quand même un grand changement par rapport à ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des faits antisémites, des propos antisémites ou qui peuvent prêter à l'antisémitisme qui sont relayés par des forces politiques majeures à l'Assemblée nationale en France. Mais j'ai envie de vous dire, vous prenez énormément de pays occidentaux, ils ont tous au moins un parti souvent classé à gauche ou à extrême gauche qui participe à cette rhétorique antisioniste, voire antisémite. Et ça, c'est très nouveau parce que passé la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, l'antisémitisme était rarement représenté en force dans les assemblées, dans les hémicycles, notamment européens. Aujourd'hui, on voit progressivement un retour de cela. Et ça banalise ces propos-là, et surtout, ça crée chez une jeunesse, notamment si vous regardez la France, avec une jeunesse très insoumise par endroits, notamment dans les zones urbaines. Oui, pour eux, ça, ces arguments. Et quand ils voient des députés qui ne sont pas condamnés pour leurs propos, quand on voit Madame Rima Hassan qui, il y a quelques heures, vous explique qu'Israël ne survivra pas dans 100 ans,
Oui. et que ces propos-là ne sont pas condamnés par la classe politique, médiatique et judiciaire, vous créez un trouble chez des électeurs. Défendu par Manon Aubry ce Bien matin sûr, sur CNews. défendu par Manon Aubry. Ce qu'on relève quand même, Jules Torres, c'est que la France insoumise a assez rapidement condamné ces actes ce soir. Non, mais vous allez me dire encore heureux. Oui, mais bon. Ils le font moins vite quand c'est en à France. la lumière de ce que vient de nous dire Sébastien Ligné, la démonstration qu'il vient de faire, qui est exacte, on peut quand même s'en réjouir. Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon, qui parle, je crois, de terrorisme antisémite. Même l'Iran. Il ne parle pas d'islamisme, mais c'est pour ça, je le souligne. Justement, c'est exactement ça. C'est qu'il va falloir, là c'est évidemment un peu tôt, mais parler de tous ces responsables. Bon, la France insoumise n'est pas responsable de ce qui se passe à Sydney, mais on a un climat mondial. Ça met de l'huile sur le feu. On a un climat mondial qui, voue une haine de plus en plus forte, de plus en plus assumée, de plus en plus revendiquée contre Israël, parfois contre les Juifs. Sébastien rappelait que l'Australie, par exemple, a été l'un des premiers à reconnaître cet État de Palestine, alors même qu'il n'y avait aucun cessez-le-feu à Gaza, que dans les médias occidentaux, que ce soit en France... Et on a vu quelques drapeaux palestiniens au lendemain du 7 octobre, que ce soit sur les réseaux sociaux, en Australie. Aux États-Unis ou à Sydney, on a aussi une augmentation de l'antisémitisme. Tout à l'heure, je parlais des alias. Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, les alias sont en augmentation. En France, c'est particulièrement vrai. On a 430% en plus depuis le 7 octobre. C'est aussi le cas à Sydney, parce qu'on a aussi des personnes de confession juive qui ne se sentent pas en sécurité nulle part sur l'ensemble du territoire. Et il y a l'antisémitisme du quotidien, l'antisémitisme d'atmosphère que l'on voit tout le temps. Là, c'est quand même beaucoup plus radical. C'est du terrorisme, c'est-à-dire que on a une personne, deux personnes a priori, et une troisième selon les autorités, qui décide de prendre un fusil, une arme lourde, et d'aller se faire du juif, d'aller tuer du juif. Donc c'est ça aussi la responsabilité qu'il va falloir faire porter à tous ceux qui attisent et qui soufflent sur les braises. Alain Bauer, évidemment, bon là c'est le milieu de la nuit en Australie, on attendra que l'enquête se déroule, mais là ce sont deux personnes. On ne sait pas si elles sont isolées ou pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer en l'espèce des complicités? Alors d'abord, ils ne sont pas isolés, parce que quand on est deux, on n'est pas solitaire. C'est un des sujets récurrents. Le loup solitaire à deux ou à trois, il y aurait ça n'existe éventuellement pas. Une organisation derrière? Ma position est, quand on organise une opération de ce genre, il y a mécaniquement soit une affiliation, un processus, c'est pas un homme seul, Monsieur Tarrant, en Nouvelle-Zélande ou autre. Là, on sait clairement qu'il y a une identification, un processus, un manifeste, un élément, et on est devant l'individu solitaire qui a une vérité supérieure à d'autres. Il y en a très peu dans l'histoire du terrorisme, mais ils existent. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Deuxièmement, ils étaient visage découvert, donc ils voulaient mourir. Et c'est une indication très différente de totalement masqué, comme celui de l'attentat qui a eu lieu à l'université Brown, qui a été visiblement, un suspect est interpellé. Je ne sais pas si c'est l'auteur, il faudra attendre aussi. Oui, aux États-Unis, on rappelle aux auditeurs qu'il y a eu une fusillade aujourd'hui et deux morts. Pour ne pas être identifié et pour ne pas être interpellé. Là, on est dans un visage découvert, clairement. Quand vous voyez l'homme qui a été désarmé par Ahmed, ce remarquable héros local, en fait, il marche tranquillement, il n'a pas vocation à fuir. Quand il est désarmé, il ne fuit pas, il hésite d'ailleurs à se demander ce qu'il va faire, puis il rejoint son complice qui est là lui-même sur le pont. Il remonte sur le pont. Donc on sent bien qu'ils étaient là pour mourir. C'est ce qu'on appelle le suicide by cop. Donc ça ils voulaient tuer et être tués. C'est une détermination particulière, c'est un martyr, un shahid, c'est un acte clair et identifié, c'est une signature. Voilà. Il y a des signatures en matière terroriste, c'est une signature, elle est claire, elle est définie. À part ça, à quel groupe appartiennent-ils? Oui, j'allais dire laquelle. Oui, mais on va attendre, parce qu'on va trouver chez eux leur portable, leurs réseaux sociaux, s'il y en a. Et puis il y en a un qui est toujours vivant. Oui, l'un était connu du service de renseignement, il est vivant mais gravement blessé. L'un était connu du service de renseignement australien qui dit celui-là on le connaissait, mais il était dans le bas du spectre. Donc on va voir ce que le service de renseignement va être obligé, parce que là on est dans la nécessité de la communication, de sortir demain matin. La presse australienne, qui est une presse qui sait aller au bout des choses, va commencer à sortir beaucoup d'éléments. Donc on va avoir des éléments de précision qui vont pouvoir dire, alors ça c'est plutôt ça. Alors, les origines géographiques sont connues, parfois les origines culturelles sont identifiées. Après, les origines organisationnelles, c'est ce qu'on va découvrir dans les 24-48 heures qui vont venir. Merci Alain Bauer d'avoir été avec nous, professeur émérite de criminologie. Et je rappelle votre roman d'espionnage, Conspiration au Vatican, aux éditions First. L'envers du décor. À vous.